bonsoir et rebonjour et bonsoir. Donc, il me revient donc ce soir après une très belle journée, très, très chargée, très intéressante, d'introduire donc la conférence de Philippe Rham. Et je le fais avec plaisir. En quelques mots, je pense, parce que nous sommes tous impatients de l'écouter. Philippe Rham, en quelques mots, et je reprends ma casquette de critique d'architecture. Merci de me la rendre de temps en temps. Puis-je permettre de me dire que tu es, pour nous en France, une figure à la fois, je dirais moi, centrale et un peu décentrée. Non, centrale de mon point de vue, parce que par la qualité et je pense l'importance de ces travaux, on va le voir, critiques, théoriques et conceptuels. Et je suis en particulier très sensible, Philippe, au fait que tu es rétabli en ce moment dans un pays européen qui s'appelle la France, une figure de l'architecte qui n'est pas seulement l'objet de la critique, mais qui est partie prenante, qui est acteur du débat théorique et critique. Parce que constatons quand même que depuis les années 80, pour des raisons qu'il serait intéressant de chercher, les architectes praticiens se sont retirés de cette production critique et théorique. Ils fournissent en quelque sorte la substance, les projets, les bâtiments, mais ils se retirent. Et quand même, Loos, Rossi, Eisenman, quand même, la théorie architecturale se nourrit quand même des écrits et des productions théoriques des praticiens. Donc je suis personnellement très sensible au fait que c'est une des choses pour moi importantes en France, que Philippe Rham réassume cette figure complexe, par ailleurs, de l'architecte praticien et théoricien. Et il le fait d'une façon d'autant plus intéressante qu'il est décentré dans cet exercice. Alors il est décentré parce qu'il n'est pas d'ici d'abord. Ça c'est quand même intéressant. Philippe est suisse, il a été formé au Polytechnique de Lausanne, n'est-ce pas? Il enseigne à Versailles aujourd'hui, mais enfin il vient quand même, il n'est pas d'ici. Et il est avec nous depuis 2008. Son agence est maintenant française et il est bien sûr parfaitement intégré à notre économie, à notre tissu, à nos débats, mais il garde une certaine distance d'observation. Et c'est quand même ce qui donne, je pense, à ses analyses sur la scène française, leur acuité. Je pense que tu en parleras un peu tout à l'heure, en particulier dans le rapport que notre scène française a avec la postmodernité, avec le fonctionnalisme aussi, très certainement, qui a la peau dure en France, et pas seulement en France, mais bon, je pense que ce regard que porte Philippe avec la distance que l'on a quand on a la liberté de parole aussi, du fait qu'on n'est pas d'ici, est très important. Et puis il est décentré parce qu'il vient d'ailleurs, ça c'est évident. Philippe, je viens de le vérifier, est francophone plutôt que germanophone, mais pour autant, je pense que je ne trahis pas ton passé en disant que tu es très connecté à un débat philosophique et scientifique qui s'est quand même déployé depuis 30 ans plutôt de l'autre côté du Rhin, plutôt dans la zone alpine. C'est une grande région, Autriche, Suisse, Allemagne. On sait que le débat est très vif. Le vent souffle un petit peu de ce côté-là depuis 10 ans et vers nous, et la France a toujours accueilli le débat à travers ses frontières. C'était l'Italie autrefois il n'y a pas si longtemps, c'est en ce moment quand même beaucoup, en passant le Rhin. C'est un débat donc philosophique, politique, mais aussi scientifique. On n'est jamais loin de la science quand on est philosophe dans cette partie de l'Europe. Et bon, je pense, je vais peut-être trop loin, je ne veux pas vous fatiguer, mais enfin bon, je pense qu'il y a des figures comme Weizsäcker, des figures comme Thomas Herzog, et ce soir, je peux vous citer quand même un petit peu la figure non pas qui te précède, mais qui t'accompagne, parce qu'il ne faut jamais être seul quand on fait ce que tu fais. La figure de Matthias Schuler, créateur de Transsolar. C'est pas le lieu de parler de Transsolar, mais cette architecture, cette vision de l'architecture qui serait une enveloppe finalement régulée par des flux et non plus une structure, est en particulier non pas théorisée, mais observée scientifiquement par les gens de Transsolar. Et donc Philippe est venu à Paris avec cette connaissance, et il est de ce point de vue d'abord donc une belle figure de passeur. Et c'est pas rien. Je pense que les moments de rupture, les ruptures créent des passages. Et on a besoin de ce genre de personnalité. Et puis il est ensuite, et là je conclus parce que j'espère vous avoir donné envie de l'entendre, une figure donc passionnante et intéressante, donc de théoricien et de praticien, parce que ce débat écosophique et écologique qu'il porte en lui, enfin, et sur lequel il a reçu donc une formation et une immersion dans d'autres pays, il le mène dans une direction qu'il a choisie, qui est bien la sienne par contre. Il le mène vers une construction théorique dont son architecture est à la fois le laboratoire et puis le levier aussi,
Alors, architecture météorologique, hein, j'ai bien vérifié que le mot n'était pas encore... il est toujours d'actualité, Oui, le terme est toujours d'actualité, qui croise des préoccupations écologiques, une critique, je pense, de l'héritage moderniste, très réel, une ambition phénoménologique, mais tu nous l'expliqueras, et une reconstruction scientifique de la discipline aussi, que moi je trouve plus risquée, hein, mais je t'en prie. Voilà. Merci. 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 Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vrai que moi j'ai toujours associé la question de la théorie et de la pratique depuis le départ. Je pense qu'il faut faire les deux en même temps. Et peut-être, alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est commencer par montrer des projets et puis progressivement parler de cette position post-critique, qui est un terme qui a été utilisé un peu aux États-Unis par différents critiques, parce que j'enseigne aussi aux États-Unis, j'enseigne depuis 2 ans, j'enseigne à Harvard, et puis il y a un débat, effectivement le débat académique était très fort là-bas, et Matthias Schuller de Transolar aussi était très, très présent aussi à Harvard. Et il y a ce terme de post-critique qui est arrivé, qui a été utilisé par un article important de Hal Foster, un critique américain d'art et d'architecture, qui a, dans la revue October, il y a 2 ans, a parlé de ce terme de post-critique de manière pas forcément positive, mais de manière très intéressante, et notamment en se basant sur un article de Bruno Latour de 2004 qui s'appelle « Pourquoi la critique n'a plus de gaz ou n'a plus d'énergie ?» et qui est une forme de critique de la critique, enfin, en tout cas d'interrogation par rapport à la pensée critique des années 70-80. Alors, ce terme de post-critique, je vais le développer dans les projets, mais peut-être, ou alors je vais l'introduire très rapidement en disant que, en réalité, il y avait une, si je fais une histoire très courte comme ça de l'architecture du XXe siècle, il y avait cette pensée moderne qui a été liée au progrès, à l'universalité, avec une forme d'univocité ou d'univocicité des choses, avec un seul bien, une seule direction. Et puis ça a été mis en doute après peut-être la bombe atomique, avec l'école de Francfort, la pensée critique qui est née dans les années 50 et qui s'est développée ensuite dans les années 60-70, et puis qui arrive à ce moment qu'on a appelé la postmodernité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on met en doute tout ce qui est objectif, en disant qu'en réalité, c'est pas objectif, la science n'est pas objective, que c'est des subjectivités, que c'est des récits, c'est les termes de Lyotard, donc là, cette idée que tout est... En réalité, c'est une chose qu'on raconte, on est un peu subjectif par rapport à ça. Et puis... et finalement, ça a donné l'architecture postmoderne qui est la narration, on raconte des histoires, l'architecture raconte des histoires et ne pense plus pouvoir faire le bien ou aller dans une idée de progrès, enfin, d'universel, c'est-à-dire que c'est aussi le moment postcolonial, donc la diversité des choses. Donc il y a tout ce moment critique qui apparaît dans les années 70 et qui se développe après très fortement dans les années 80. Et puis l'architecture française a été très forte aussi là-dedans. Et puis à un moment donné, en fait, en 2004, c'est Bruno Latour qui, dans cet article, s'interroge sur En fait, il raconte qu'il assiste à un congrès scientifique dans lequel un scientifique est en train de décrire ses expériences, ses recherches, comme ça, en montrant que si on lâche un stylo sur la table, il tombe sur la table. Et puis il y a quelqu'un dans l'assistance qui se lève et qui lui dit « Bon, mais c'est votre point de vue ». Enfin, et il se rend compte que finalement, on ne croit plus dans le discours scientifique. C'est-à-dire que même les procédures scientifiques sont mises en doute. Et lui-même, qui était le fer de lance de ça dans les années 80-90, commence à faire une sorte de mea culpa, en se disant peut-être qu'on a été trop loin, parce qu'il le dit clairement, en disant que lui, il y avait aussi une forme de provocation par rapport à ce qu'il appelle un front de modernisation. C'est-à-dire qu'il y avait un front très fort de modernisation durant les années 50-60 et qu'il fallait le critiquer,
Mais à un moment donné, ça a été trop loin, et notamment, il évoque 2 cas. Le cas du réchauffement climatique, en disant que les gens disent que le réchauffement climatique est aussi un grand récit, que c'est pas vrai, que c'est pas... Et le 11 septembre aussi, avec les théories du complot et des choses comme ça. Donc, à un moment donné, il se dit la pensée critique, tous les instruments critiques qu'on avait mis en place ont peut-être été trop loin, et comment faire? Alors lui trouve une solution qui est plus politique, mais la position que moi j'adopterais serait de dire, en fait, peut-être que ce qu'il faudrait faire, c'est faire une forme de synthèse aujourd'hui de la modernité et de la post-modernité, c'est-à-dire se dire, en réalité, les outils, si je le sépare comme ça, en parlant d'outils et de but, en disant que peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est garder le but, garder les objectifs de la postmodernité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul sujet, il y a plusieurs sujets, il y a des diversités, des altérités, des multiplicités, donc toute cette diversité, d'avoir ça comme objectif. Par contre, d'abandonner toutes les stratégies d'outils subjectifs, qui sont les histoires qu'on raconte, les fables, les analogies, les symboles, les allégories, et revenir à des outils scientifiques. Donc, en fait, l'idée pour moi de post-critique, c'est une sorte de réintroduire la science, mais non plus une science qui est une science qui serait univoque, qui est dans un seul sens, mais se dire que en fait, la science peut ouvrir à des diversités aussi. On n'est pas obligé de dire qu'en employant des outils scientifiques, qu'on est obligé d'aller dans une seule direction. On peut aussi... Alors, pour expliquer ça, je vais montrer quelques projets. Le premier, c'est un concours international. Alors peut-être aussi pour dire, c'est vrai que je suis en France, j'habite en France, je paye mes impôts en France, mais c'est vrai que la source de revenus vient de Taïwan, principalement depuis 4 ans, puisqu'on a gagné un grand projet à Taïwan pour un parc public à Taichung, un parc de 70 hectares, donc c'est à presque 3 fois la taille de la Villette, qui est en construction maintenant. On est 3 associés, Catherine Mosbach, que vous connaissez, qui est paysagiste, et puis Ricky Liu, qui est notre associé à Taïwan. Et ce parc, en fait, c'est sur le site d'un ancien aéroport à Taichung, qui n'a pas eu de démolition. C'est un site abandonné. Il y a un nouvel aéroport qui a été construit plus loin de la ville, et c'est un site de 250 hectares, et c'est un architecte américain, Stan Allen, qui avait fait le plan Mass en 2007, et au cœur de son projet, donc il y avait un parc, comme Central Park en fait, qui se développe, et tout autour les nouvelles constructions qui prendront place. Donc c'est comme c'est la même idée que Central Park. Et le parc est le premier concours international qui avait été lancé, qu'on a gagné, qui était un concours ouvert au départ. Donc et ensuite, il y a 2 autres projets de bâtiments publics qui ont été lancés. Une tour ici sous Fujimoto, une tour de 300 mètres de haut, et puis un projet de Sanaa, de bibliothèque, en fait, le concours a été fait il y a 2 ans. Donc et puis ensuite, il y aura des bâtiments privés de bureaux, de logements, l'université et de logements qui se prennent place. Alors, en fait, quand on a fait le projet, il y avait la première chose, effectivement, c'était de se poser la question pourquoi on a besoin de construire un parc, quel est le sens de faire un parc en ville. Et là, moi, je suis revenu à l'origine des grands parcs urbains au XIXe siècle, avec Central Park de Olmsted et les parcs de Alphand à Paris. Et parce et c'était intéressant de relire leurs mémoires, les raisons pour lesquelles qui motivaient la création de ces parcs. Et dans les premières pages de Alphand, il met en premier plan la question de la fraîcheur, en fait, en disant que les parcs étaient là pour offrir de la fraîcheur aux Parisiens, pour aller se rafraîchir quand il fait chaud.
ça apparaît très clairement dans ses écrits. Et la même chose pour les boulevards, les grands boulevards de Haussmann. En fait, les arbres qu'on trouve sur les boulevards étaient aussi des appareils pour rafraîchir, qui étaient des sortes d'appareils climatiques qui rafraîchissent, parce que c'était, je crois, plutôt pour les chevaux que pour les hommes, parce que les chevaux surchauffaient sur les trottoirs en granit. Et donc, les arbres étaient là pour rafraîchir les gens en dessous. Et ça, c'est intéressant aussi parce que moi-même, j'avais un peu oublié cette raison-là. Je croyais que c'était pour décorer ou pour mettre du vert dans le gris. Et chez Olmsted, pour Central Park, en fait, lui aussi, dans ses mémoires, en fait, je crois, à la première page, en fait, il est heureux parce que la santé des New-Yorkais est meilleure. Et Central Park est vraiment là comme le poumon vert, et ça vient nettoyer l'air de la ville, et ça vient parce que les feuilles des arbres absorbent les poussières de la ville, et puis ça produit de l'oxygène, et c'est vraiment cette idée que ça dépollue la ville. Et donc il parle de ce côté effectivement de santé publique du parc, de la présence du parc qui dépollue. Donc en fait il y avait tout d'un coup ces deux thèmes de rafraîchissement et de pollution qui étaient là. Et puis l'autre élément, c'est effectivement le Taichung, Taïwan, c'est un climat subtropical, donc chaud et humide. Et il fait 20 degrés, il fait 21 degrés comme ça en hiver, au moment le plus froid, et puis ça monte jusqu'à 40. Et puis c'est également humide, donc c'est subtropical, chaud et humide, et puis pollué, puisque la côte ouest qui est très urbanisée de Taïwan est plutôt polluée, comme Paris peut l'être. Donc, en fait, il y avait tout d'un coup ces trois thèmes. Et en discutant aussi avec des gens de Taïwan, il y avait quelqu'un qui me disait, je posais la question qu'est-ce que c'était les parcs, et puis quelqu'un m'a répondu qu'elle n'aimait pas les parcs, qu'ils n'allaient jamais dans les parcs, qu'il faisait trop chaud, qu'il y avait trop de moustiques, qu'ils préféraient aller dans les shopping malls. Et donc, en fait, cette idée de se dire, bon, on va travailler sur le fondement du parc, en disant, on va travailler sur la question de la chaleur, de l'humidité et de la pollution. On s'est dit, bon, ça va être le thème du parc, avec l'idée que finalement, on va offrir, un peu comme Alphand, un endroit de fraîcheur, et peut-être qui dépollue et qui rafraîchissent, comme ça. Alors, la première chose, c'est qu'en fait, ce qu'on a fait, on a séparé ces couches. On a séparé la question de la chaleur, la question de l'humidité de l'air et la question de la pollution. Et là, on a travaillé effectivement avec Transolar au moment pas du concours, mais dans les preliminary design et les phases. Et ça, c'est la carte qui avait été faite, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a trop chaud, en fait, il y a plusieurs facteurs. Il y a la température de l'air, il y a la vitesse du vent. Enfin, si on souffle sur la main, on a plus froid. Il y a l'humidité de l'air, il y a aussi le rayonnement solaire. Après, il y a l'ouverture au ciel aussi. Et donc, c'est tous ces paramètres-là qui donnent ce qu'on appelle la température perçue, qui est, c'est-à-dire que s'il fait chaud, humide et qu'il n'y a pas de vent, il fait encore plus chaud que s'il y a un peu de vent. Et donc, on s'est posé la question, en fait, comment ce futur parc, avec ce futur quartier urbanisé, comment il va se comporter? Est-ce qu'il y a naturellement des endroits qui vont être un peu plus frais, un peu plus agréables? Et pour ça, en fait, la température de l'air était partout la même dans le parc. Il n'y a pas de différence. Le soleil est partout le même. Le seul facteur qui changeait, c'était le vent. Puisque en fait il y a un vent du nord qui vient. On sait que le vent, quand la température, comme c'est un vent du nord, il est plus froid parce qu'un vent qui est trop chaud, au-dessus de 32 degrés, en fait, il n'a plus aucun effet rafraîchissant. Il faut qu'il soit inférieur à 32 degrés pour qu'il y ait un effet de rafraîchissement sur la peau. Et donc, il y avait ce vent qui est présent et qui est aussi présent malgré tout durant les mois d'été, même s'il y a le vent de chaud qui vient aussi. Mais on avait analysé sur 3 mois d'été, comme ça, on voit les flèches rouges chez tous les jours où il y a quand même le vent qui vient du nord. Et donc,
en faisant une carte des vents, on se dit, en réalité, il y aura, le vent va s'insinuer entre les bâtiments, et il y aura des parties qui vont être tout d'un coup accélérées, où le vent va s'accélérer, d'autres qui vont être plus stables. Et donc, naturellement, ici dans le rouge, ça sera un peu plus confortable parce qu'il y aura un peu plus de vent qu'ici dans le bleu, où il n'y aura aucun vent, et donc il fera plus chaud au niveau de la température perçue. Donc ça nous a, en fait, c'est une sorte de situation existante, et on s'est dit, on part de ça pour faire le master plan, c'est-à-dire qu'on transforme ça en une carte faite en gradation, ce qui est important dans ce point de vue post-critique dont je parlerai, c'est-à-dire qu'il y a des endroits qui sont naturellement plus froids, comme ça, et puis des endroits qui vont rester chauds, comme le reste de la ville sera plus chaud. Et ça nous a donné une première carte, si on veut, et puis cette carte, on l'a transformée, on s'est dit, on va renforcer, en fait, les endroits qui sont plus froids naturellement, on va les rendre encore plus froids, et les endroits chauds, on les laisse comme ils sont. Et donc, pour les rendre encore plus froids, on va planter des arbres qui vont bloquer la lumière, donc ça va en plus faire de l'ombre. Et puis les arbres ne bloquent pas le vent, puisque le feuillage est plus au-dessus, c'est les arbustes qui bloquent le vent. Donc on va renforcer ça, et puis après on s'est dit, mais un petit peu de la manière de Alphand, comme un arbre sur le boulevard était un appareil climatique, on s'est dit, on n'est pas obligé d'utiliser que du naturel, enfin que des arbres, on peut aussi utiliser des choses humaines pour rafraîchir. Et donc c'est un petit peu comme dans les parcs traditionnels, il y a pas que des arbres, il y a parfois des kiosques, des grottes, des dolmens ou différentes choses. On dit une grotte, il fait froid quand on pénètre dedans, donc c'est aussi on peut prendre ça aussi comme des appareils climatiques ou un kiosque, ça protège de la lumière. Donc il y a déjà ces différentes stratégies dans les parcs qui mélangent nature et homme, si on veut. Et donc là, on a choisi une grille comme ça pour... ça, c'est tous les arbres qui sont plantés pour renforcer cette fraîcheur. Les essences des arbres sont spécifiquement choisies aussi par rapport à ça. Et puis ensuite, on a ce qu'on a appelé des climatic devices, et on a commencé à concevoir des appareils qui avaient différents effets, qui pouvaient rafraîchir en bloquant des radiations, ou par convection, par conduction, ou par évaporation, c'est-à-dire tous les moyens de rafraîchissement, comme bien sûr les fontaines aussi. En Espagne, quand on se rapproche d'une fontaine, on sent la fraîcheur, comme ça, donc c'est aussi un appareil de rafraîchissement. Et puis ensuite, un peu comme dans d'autres, c'est une sorte de logo théorique que j'avais lancé à un moment donné, qui était de dire, comme à la modernité, c'était la forme qui suivait la fonction, après à la postmodernité, c'était la fonction qui suivait la forme, et là on pourrait dire c'est la forme et la fonction et la forme qui suivent le climat, c'est-à-dire qu'on dessine d'abord le climat, après la forme, et puis après la fonction vient, c'est-à-dire que toutes les parties de loisirs, d'activités de loisirs prennent place dans ces endroits les plus frais. Après, on a fait la même chose pour l'humidité, mais ça de manière totalement indépendante. Ça, c'est tout le parc, en fait, doit récupérer l'eau du quartier qui arrive sur le parc. Donc, parfois, il peut y avoir 80%, dans les très grands moments, 80% est sous l'eau, mais de manière plus constante, c'est 20% comme ça qui est sous l'eau. Et donc, il y a des bassins qui contiennent de l'eau, et on sait, quand on est proche de ça, en fait, c'est plus humide. On peut le mesurer très facilement. Parce que quand on s'éloigne de 20 mètres, 30 mètres, en fait, l'humidité de l'air décroît. Et comme l'humidité de l'air n'est pas très agréable, quand c'est très humide, on sait qu'un climat chaud et sec est plus confortable, plus agréable qu'un climat chaud et humide, parce que le corps, quand il a trop chaud au-dessus de 29 degrés, il commence à s'exciter, et il y a les phénomènes de thermolyse qui sont la vasodilatation, les veines qui s'élargissent pour avoir plus de contact entre le sang et l'air extérieur, et puis l'évaporation de la peau qui rejette de l'eau à l'extérieur de la peau, et par changement de phase liquide au gazeux,
il y a de l'énergie qui est nécessaire pour ce changement de phase, et ça c'est pris sur la température de l'air, et donc ça baisse la température de l'air. C'est le même phénomène pour les fontaines. En fait, c'est pour ça qu'on a froid quand on arrive près d'une fontaine, parce qu'il y a cette énergie qui est prise dans les changements de phase de l'eau. Et donc par rapport à ça, donc on a mis en place effectivement de la même manière des endroits qui vont être plus humides, qu'on laisse plus humides, et puis après des endroits plus secs et qui sont plus éloignés, et des bassins d'eau. Et donc on vient également renforcer en mettant des arbres aussi qui ont des capacités d'absorber par des racines flottantes la vapeur d'eau, et puis des appareils aussi contre la pluie ou des humidifiants. Et puis ensuite, toutes les activités de sport prennent place là, puisqu'on peut faire plus d'activités, transpirer mieux. Et puis le troisième point, c'est la pollution. Il y a des grosses routes qui passent à côté. Et la partie, donc plus on s'éloigne des routes, moins il y a de bruit, moins il y a de pollution. On sait avec les particules fines, comme à Paris, on sait que quand on s'éloigne de la rue de Rivoli, on passe sur une autre rue, là, le taux de pollution chute énormément aux particules fines, PM2.5 et PM10. Et là, donc, on crée les endroits plus propres ici. Et puis, il y a des gradations, toujours de plus en plus polluées, si on veut. Et la pollution, c'est bien sûr la pollution naturelle, la pollution qu'il y a dans la ville, partout ailleurs. Et là, donc, dans ces endroits, de la même manière, en fait, on ne fait rien, on laisse polluer là où c'est. Par contre, on vient renforcer les endroits qui sont déjà un peu plus propres, si on veut, par toute une série d'arbres comme ça qui viennent dépolluer. Donc, c'est aussi des arbres qui ont des feuilles duveteuses avec beaucoup de poils pour absorber les poussières, ou d'autres types d'arbres qui ont cette capacité comme ça de dépollution de l'air. Et puis ensuite, des appareils climatiques aussi dépolluants. Et puis, ensuite, la fonction, c'est toutes les activités pour les familles, pour les enfants, les playgrounds qui prennent place dans ces endroits-là. Alors, ensuite, la chose, là, on voit ces trois coupes comme ça qui présentent le travail sur la chaleur, le travail sur l'humidité et le travail sur la pollution, qui mélange les arbres et puis ces appareils climatiques. Et ce qui est important ici, c'est pour ça que le projet est post-critique pour moi, c'est-à-dire que la démarche est très scientifique, mais par contre, on ne dit pas on va faire tout le parc dépollué et bien. On ne dit pas que tout le monde doit aller dans l'endroit propre. C'est-à-dire qu'en réalité, comme on a travaillé sur ces trois couches qui sont séparées, de manière totalement indépendante, en fait, tout d'un coup, ça génère des microclimats très différents, c'est-à-dire que ça peut être chaud, humide et propre, ou chaud, humide, pollué, ou sec, chaud et pollué. Enfin, tout se mélange comme ça, selon les couches. Et donc, ça crée des endroits très différents qui peuvent être, peut-être qu'une personne veut aller dans un endroit chaud, l'autre, elle a le droit d'aller dans un endroit froid. Enfin, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'on n'impose pas, comme les modernes le faisaient, un idéal de climat ou un idéal de vie. Et donc là, toutes les possibilités sont là, sont ouvertes. Et donc c'est ça, cette démarche post-critique pour moi. C'est-à-dire que la finalité crée de l'altérité, de la diversité et de la multiplicité. Et par contre, les moyens sont scientifiques. Et puis, bien évidemment, que ça va être intéressant peut-être d'être protégé sous les arbres, dans le froid, en plein été à midi. Par contre, en hiver, à 5 heures du soir, on préférera aller plutôt dans un endroit chaud. Alors, ensuite, on a identifié après, de manière plus précise, ce qu'on a appelé des climatic lands, c'est-à-dire que des endroits les plus dépollués, si on veut, ou les plus secs, ou les plus froids, on leur a donné des noms un petit peu comme America ou Australia, en les appelant Coolia, Draya, Clyria.
Et puis après, un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, de Tolkien, on a appelé ça Middle Dryas ou Eastern Dryas ou Northern Kulia. Donc ça donne des formes d'identité qui naissent de ces différentes choses. Après, les chemins, les 3 chemins principaux, en fait, sont liés à ça. C'est-à-dire que c'est comme des chemins un peu isothermes, c'est-à-dire que il y a le chemin frais, rouge, qui relie en fait toutes les parties les plus fraîches, toutes les kulias. On l'appelait le Cool Pass. Et celui-là, en fait, comme il relie toutes les parties un peu de loisirs, de plaisir, comme ça, en fait, c'est un petit chemin qui est légèrement vallonné, qui fait une jolie promenade comme ça. Et parce qu'une chose qu'il faut dire, c'est que le parc est très vallonné parce que comme il y a en fait toute l'eau du quartier arrive et donc il y a tout un travail de vallonnement, de collines comme ça pour faire la rétention d'eau. Et donc ça c'est le premier chemin. Le deuxième chemin c'est le Dry Pass, c'est-à-dire qui est celui qui relie tous les endroits secs du parc, qui relie donc les activités de sport. Et là, celui-là, en fait, on le fait monter très difficilement sur les collines et passer, donc c'est un peu plutôt un chemin sportif et qui donne une deuxième variété de promenade dans le parc. Et le troisième, c'est le Clean Pass, comme ça, qui relie toutes les zones les moins polluées et donc qui est un chemin plus large aussi et qui est pour les chaises roulantes, pour les poussettes pour enfants, enfin qui relient. Donc on a 3 modes de distribution du parc. Alors là c'est quelques photos, ça d'il y a un an. Là le parc, là on est à la moitié du parc et les immeubles là-bas c'est la fin du parc. Ça c'est une chose, c'est tous les arbres. En fait on a récupéré tous les arbres existants sur le site qui ont été stockés en attendant, et puisqu'on a 15 000 arbres qui prennent place dans le parc. Ça, c'est les chemins, comme ça. Ça par exemple, c'est le Dry Pass, c'est celui qui est plus dur, tandis que là, il y a plutôt ça, c'est le Cool Pass qui passe ici. Alors là, je vais montrer une partie du travail sur les kulias. Donc en fait, on a 4 kulias et on a un principe comme ça pour chacun de distribution. Et puis ça, il y a une grille, c'est-à-dire l'endroit le plus frais, si on veut, on va le rendre très dense. On a les arbres tous les 2,50 m, donc ça va être une forêt très très dense. Et où il va faire très frais. Et puis, de temps en temps, en fait, de manière régulière, on a fait intervenir un climatic devices fait par l'homme, si on veut, qui est le point noir. Et on l'a fait de manière régulière, comme ça, pour le distribuer. Et donc, ensuite, le choix des arbres est lié. On a donné des qualités premières à chacun des kulias en disant il y en a un, on va utiliser des arbres puisqu'on veut rafraîchir, on va utiliser des arbres qui ont beaucoup de feuilles ou d'autres qui ont des grandes feuilles ou d'autres qui ont des feuilles blanches pour refléter la chaleur ou d'autres qui évaporent beaucoup. Et donc ça donne aussi des identités comme ça aux quatre parties avec un système on a 80% de cette espèce primaire, après 20% d'autres, et puis ensuite ça se mélange, et puis ensuite on a ces cooling climatic devices, on a les drying climatic devices et les depolluting devices. Et là, ces appareils-là, donc on s'appuie sur des stratégies justement de rafraîchissement. Donc c'est rafraîchissement par convection, c'est en soufflant de l'air pour évacuer la chaleur de la peau, ou alors par évaporation comme les fontaines, ou alors par radiation, ou alors également par radiation ici. Et
Et donc, c'est différents thèmes comme ça qui donnent différents types d'expériences aussi par rapport au rafraîchissement, puisqu'on peut se dire, ben, on peut aussi avoir avoir envie de se rafraîchir de manière différente. Enfin, ça donne une sorte de variété aussi dans la manière de rafraîchir. Donc, ça, c'est finalement les 3 modes de rafraîchissement qui sont soit de baisser la température de l'air, c'est ce que j'ai aussi, par conduction, ou par radiation, ou par convection. Et là, on voit un peu les plans. J'ai montré alors, le principe est de se dire que en fait, on a des appareils passifs et des appareils actifs. Alors, toute l'énergie, en fait, la première chose de se dire, parce que c'est un parc écologique, c'est un parc aussi, alors à un moment donné, c'est-à-dire que l'idée, puisqu'on veut, il n'y a pas de carbone émis, alors on utilise 2 sources d'énergie, si on veut, l'énergie solaire avec des photovoltaïques. C'est ce qu'on voit ici, au nord du parc, on a 7000 m² de panneaux photovoltaïques. Là maintenant, on va en rajouter aussi 3000 en bas, qui font l'électricité pour l'ensemble du parc. Et puis, la deuxième source d'énergie, c'est par géothermie. Ça, c'est les tests qui avaient été faits, qui montrent quand il fait, par exemple, 40 degrés là, en fait, à moins 5 mètres, on est à 25 degrés. Donc, c'est vous connaissez, les puits canadiens, qui sont utilisés par Palladio déjà. Et donc, le principe, c'est on peut rafraîchir de l'air par géothermie, et il y a une turbine qui fait avancer l'air. Et ça, c'est pas du tout c'est très peu gourmand en énergie, les ventilateurs eux-mêmes, et c'est alimenté par les panneaux photovoltaïques. Donc en fait, il n'y a aucune émission de carbone, puisque le problème de la dépense énergétique aujourd'hui, c'est lié au fait que beaucoup d'énergie est encore liée au carbone, et donc c'est le carbone en brûlant qui dégage le CO2 et qui participe à l'effet de serre. Mais si on emploie d'autres énergies qui ne sont pas issues du carbone, il n'y a pas de raison de ne pas les utiliser. Donc ça, c'est important aussi de distinguer ça. Et là, je présente un premier, l'anticyclone. Alors, c'est un appareil qui va souffler de l'air frais, donc qui fonctionne à la fois par convection, puisque ça rafraîchit par convection, et par conduction, puisque la température de l'air sera inférieure. Les calculs qui avaient été faits par Transolar, aussi des simulations sur des logiciels de CFD, qui sont en fait pour voir à différents moments de la journée, de l'année, l'efficacité de ça, pour mesurer pour qu'il y ait un effet perceptible large, et également pour calculer la quantité d'air, les mètres cubes d'air à souffler, la vitesse de l'air. Et donc, on arrive à des débits, on sait combien d'air, et puis finalement, le design commence à suivre ces calculs de quantité d'air. Donc, le principe, on prend de l'air, et puis ensuite, ça descend à moins 5 mètres, ça part, donc c'est rafraîchi en souterrain, et puis ça remonte, et puis ça s'essouffle. Là, on voit le principe, c'est en fait on a regroupé les machines qui dans des petites des pièces, ce qu'on appelait des climatic plant rooms, qui sont en fait pour des questions de maintenance, de garantie du matériel, des choses d'accès comme ça qui sont regroupées. Et puis de là, en fait, ça rayonne après sur 50 mètres, 100 mètres à différents endroits à travers le parc. Alors là, on voit quelques exemples comme ça de ces tuyaux. Là, c'est à moins 5 mètres ici. Ça sera à moins 5 mètres. Et puis, on voit là un des plant rooms. Là, on est dedans, on descend.
avec l'air. Et l'anticyclone lui-même, donc il est, voilà, l'air arrive par en bas des tuyaux, remonte comme ça, et puis ensuite est soufflé. Donc là, c'est les modèles 3D. Là, c'est le premier device. Alors, les matériaux choisis, en fait, pour des questions de maintenance, enfin de durabilité des matériaux, en fait, on a pris de l'acier galvanisé peint en blanc. Donc, c'est un matériau qui a une très longue durée de vie, et donc l'énergie grise, si on veut, et la question de la garantie, enfin la maintenance, la durabilité au long terme sont bien. Et on a les tuyaux là qui partent comme ça, qui remontent. Puis après, il y a le device qui est... Alors, sur ces images, en fait, ce qui est un peu trompeur, parce qu'on voit beaucoup d'architecture, en réalité, il y a des arbres partout qu'on ne voit pas, donc ça va être pris dans les arbres. Et il n'y a pas du tout l'idée de mettre en avant l'architecture et pas d'avoir de végétation, puisqu'on est vraiment dans une équivalence des arbres et des appareils. Enfin, il n'y a pas de... Alors là, un deuxième device, c'est par évaporation, donc comme le même fonctionnement que les fontaines. Plus la gouttelette d'eau qui va être émise sera petite, plus ça évaporera, puisqu'il y a plus de surface de contact entre l'eau et l'air, donc il y a une plus grande évaporation. Donc en fait, c'est une nébulisation comme ça fine qui est... mise en place, et donc ça rafraîchit, ça fait baisser la température autour, et donc c'est ce qu'on a appelé des clouds, il y en a plusieurs. Et là, un autre exemple, c'est par rapport à la radiation, puisque le premier était par évaporation, rafraîchissement par évaporation, le premier par convection et conduction, et le deuxième par évaporation, le troisième par radiation. Et là, on s'est posé la question, il y a plusieurs types, on s'est posé la question de... En fait, il y a de la lumière, on sait que la lumière du soleil, il y a 50% de l'énergie qui est contenue dans le visible, c'est ce qu'on voit, je crois qu'on le voit là, après, et 50%, voilà, 50% est dans le visible et 50% est dans les infrarouges. Et donc, si on veut faire une sorte de parasol, en réalité, on s'est posé la question, mais quelle est la longueur d'onde qui est le moins chargée d'énergie? Et en fait, c'est le violet, si on veut, ce qu'on voit là. Et donc, si on veut, la lumière violette est celle qui a le moins d'énergie issue du soleil. Et donc, on a appelé ça, c'est ce qu'on a là, on a appelé ça le cold light, c'est-à-dire que c'est un filtre violet, comme ça, qui en fait laisse passer uniquement la plus basse, la longueur d'onde la moins chargée d'énergie issue du soleil. Voilà, après, on a des variétés sur les bancs aussi qui ont différentes choses. Là, je vais essayer de faire plus court. Là, c'est il y a plusieurs bâtiments. Ça, c'est un peu une sorte de visitor center, qui est aussi une sorte de lieu d'expérience du réchauffement climatique et qui propose, en fait, au niveau architectural... En fait, l'architecture elle-même fonctionne sur ces mêmes couches. C'est-à-dire, en fait, on se dit pourquoi on a besoin d'architecture. Peut-être la première raison, c'est pour se protéger de la pluie. La deuxième raison, pour se protéger de la chaleur. Et la troisième raison, pour se tenir dedans, peut-être. Et donc, on a divisé ces couches, comme ça, le waterproof, l'isolation thermique et la structure. Puis le grillage qui est la surface. Et puis, chacune de ces couches, en fait... se détachent les unes les autres. C'est-à-dire que, parce que les murs classiques, tout était compris. Enfin, il y avait un mur en pierre qui faisait office
d'isolation thermique et de membrane contre la pluie. Et en réalité, dans la construction actuelle, tout est séparé. Il y a l'isolation thermique qui n'a pas de structure, qui n'a pas aucun rôle structurel, qui n'a pas du tout de rôle d'étanchéité à l'eau. Donc, en fait, on accepte cette situation de la construction actuelle, puisqu'elle est liée aussi à des très bonnes capacités des matériaux. L'isolation thermique est bien meilleure que la pierre au niveau d'isolation thermique. Donc on accepte ça pour des raisons d'écologie et de durabilité et de développement durable. Mais on commence en fait à écarter les couches et à habiter l'entre-deux des couches. C'est-à-dire que là, ça c'est la grille générale. Puis de là s'écarte ça c'est la membrane d'étanchéité. Et puis à l'intérieur, l'isolation aussi s'écarte. Donc en fait, par exemple, toutes les circulations ne sont pas, il n'y a pas d'air conditionné, c'est uniquement de la ventilation naturelle, mais c'est protégé de la pluie. Enfin, c'est à l'intérieur de la couche bleue, tandis que l'isolation thermique, et ici c'est à l'intérieur de l'isolation thermique. Donc on minimise les parties avec air conditionné. Et puis on a aussi des expériences très différentes, puisque ici il fera peut-être plus chaud, mais il y aura plus de vent. Ici c'est l'air conditionné classique. Et puis donc au niveau architectural, c'est fait comme ça. Et puis ensuite, on propose 3 pièces, en fait, qui sont 3 expériences, le coolium, le clearium et le dryum, qui, en fait, propose de vivre en temps réel un climat de haute montagne à Taichung, puisque le Jade Eco Park, il y a la colline Jade, la montagne Jade, qui s'appelle Jade parce qu'elle est blanche. Et donc on a choisi un village là-bas et on prend en temps réel le climat qui est reproduit à l'intérieur, donc qui est plus froid bien évidemment en montagne. Le deuxième c'est une expérience si on veut sur le froid. Le deuxième c'est une sorte d'expérience sur la propreté de l'air. Et là dans le clearium on propose de reproduire le climat d'avant la révolution industrielle de 1830 à Taichung en temps réel. Et donc on pénètre ces pièces comme des voyages ici dans l'espace ou en altitude, ici dans le temps. Et puis le dernier, c'est le dryum. Alors on voit c'est le coolium qui prend la température des montagnes. Le dryum alors lui, en fait, le jour qu'on pourrait dire le plus confortable à Taichung, c'est en octobre-novembre parce que l'air est plus sec, on voit le taux d'humidité qui chute. Et donc c'est pour ça qu'on encourage parfois dans les guides touristiques à visiter les pays subtropicaux plutôt à l'automne parce qu'il y a moins d'humidité. Et donc là, on a choisi la date du 21 novembre. Et en fait, dans cette pièce, on vient reproduire un perpétuel 21 novembre qui tourne en boucle. En fait, on marche sur un plancher de verre et en fait, le soleil tourne à minuit, on le voit en dessous et il remonte de l'autre côté avec le taux d'humidité et la température du 21 novembre. Et puis le dernier, c'est le clearium, en fait, qui reproduit de moins 2 degrés par rapport à la température, le réchauffement climatique. Donc on baisse la température de 2 degrés. En fait, c'est extérieur, la température, comme l'air froid tombe, en fait, il est bloqué en bas. Et puis on dépollue aussi, puisqu'on enlève toutes les particules fines et les polluants industriels. Et donc c'est un air propre, si on veut, d'avant la révolution industrielle. Avec aussi la production de nuages, parce qu'apparemment, avec le réchauffement climatique, les cellules végétales des plantes, à cause du stress de la température, ont tendance à se refermer pour garder l'eau à l'intérieur, et donc il y aurait moins de nuages avec le réchauffement climatique, en fait. Donc là, on a aussi une reproduction de nuages. Voilà, alors là, on voit les coupes avec ces couches différentes. Donc là, l'isolation qui est là, le waterproof, les membranes. Et puis ça, on le fait également au niveau constructif, c'est-à-dire que constructivement, on a la structure, l'isolation thermique qui continue en dessous, la membrane d'étanchéité à l'eau, et puis la barre, et puis ensuite, entre les deux, ça se s'ouvre. Et puis après, on a un système intelligent
on a des capteurs tous les 50 mètres qui mesurent en temps réel la température, la pollution, l'humidité de l'air, qui donnent l'information en haut et qui crée en fait à la fois pour le smartphone, enfin on sait en temps réel où est-ce qu'il s'est plus pollué ou moins pollué. Donc on a une sorte d'indice qu'on crée qui est en mélangeant les différents polluants et le bruit également. Et puis ensuite, le principe est puisqu'on produit toute l'électricité ici, on a c'est 7000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques qui sont là et qui forment une sorte de canopée au-dessus du jardin. Et là, donc la quantité est utilisée pour les choses et les devices, si on veut, s'allument en fonction de la quantité d'électricité qu'on a en temps réel. C'est-à-dire que si à midi, en plein été, il y aura beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière, donc beaucoup de devices sont allumés et par contre, en fin d'après-midi, ça s'éteint. J'aimerais présenter juste un autre projet, aussi peut-être qu'à cette dimension post-critique. En fait, sur la question de la lumière, ça c'est une commande de Artemide, un fabricant de luminaires en Italie. Donc en fait, aujourd'hui, toutes les lumières sont passées au LED, c'est-à-dire qu'on voit ici parce que en fait, c'est un fonctionnement de semi-conducteurs qui sont, selon le semi-conducteur, ça émet une longueur d'onde et donc c'est bien plus efficace et bien moins gourmand en énergie. Et donc tous les produits sont en train de passer au LED. Et en fait, si on essaye de comprendre le fonctionnement des LED, c'est le soleil, c'est un peu donc la part visible est là, les infrarouges et les ultraviolets. Et en fait, ce qui se passait autrefois, si on prend la lumière halogène, c'est que il y avait énormément d'énergie, enfin on émettait, une lampe halogène en fait émet énormément dans les infrarouges. C'est pour ça que quand on rapprochait la main, c'était chaud. Et en fait, si on pense que chaque longueur d'onde coûte 1 euro, tout d'un coup, on dépensait on dépensait 50 euros pour rien, pour faire de la chaleur, et 50 euros dans le visible. Donc en fait, c'était du gaspillage, de chauffer. Donc c'est la raison pour laquelle on a abandonné ces types de lumière, puisque ça intéresse personne de chauffer. Et les lampes fluorescentes, les tubes fluorescents, ce qu'on appelle les tubes néons, comme ça, qui sont au plafond, et sont plus intéressants. C'est pour ça qu'il y a eu tous les développements des fluos compacts, des choses comme ça, parce que là, tout d'un coup, on peut limiter l'émission de la lumière à l'intérieur du spectre visible. Par contre, en fait, ce qu'on a, c'est qu'on voit il y a des pics dans différentes longueurs d'onde, et en fait, ces pics dans les longueurs d'onde arrivent n'importe où. Et en fait, en analysant le corps humain, l'œil, la structure de l'œil, on s'aperçoit qu'en fait, il ne fonctionne pas forcément. C'est pour ça que des gens qui travaillaient sous des lumières artificielles avaient des mal de tête. Il y avait au niveau de la santé du travail, il y a eu des plaintes et des choses comme ça. Et pour ça c'est interdit en France de travailler mais c'est pas interdit aux États-Unis, par exemple, de travailler sous des plafonds de tubes fluorescents. Parce que en fait, le problème, c'est que on a des cônes. C'est ce que je vais montrer après, mais je vais expliquer après. On a des cônes qui sont dans certaines longueurs d'onde, à l'intérieur de l'œil, et en fait les pics qui sont émis là sont à côté, ou pas du tout, correspondent pas du tout à la vision humaine, et donc ça fait que l'œil en fait est en train de réinventer les couleurs dans le cerveau, et il y a des fatigues oculaires et des insomnies qui viennent de ça. Alors le système des LED, en fait, c'est selon les semi-conducteurs, comme gallium, arsenic, phosphorus ici, en fait ça émet un pic de longueur d'onde, et c'est pour ça que c'est très économique, puisque on sait, ça émet là, si on paye 1 euro par là, on sait où il est. Et alors, en fait, ça c'est les différents spectres qui existent, et puis ce qu'on a fait, c'est que
Parce que en réalité aujourd'hui, enfin ça a commencé au départ. Longtemps, on connaissait que deux semi-conducteurs qui faisaient deux couleurs. Après, il y a le prix Nobel de l'année passée qui avait trouvé le troisième, qui lui permettait de faire RGB, donc faire du blanc par mélange des couleurs. Puis aujourd'hui, en fait, il y a plein de différents semi-conducteurs qui permettent de faire plein de différentes couleurs. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé l'œil humain, enfin, on a regardé quels sont puisque la vision humaine est liée aux cônes et aux bâtonnets. Les bâtonnets, c'est pour l'intensité lumineuse, et les cônes, c'est ce qui perçoit réellement la lumière. Et donc, la structure humaine de l'œil humain, qui est la même, en fait, c'est ça, c'est-à-dire elle a 3 cônes qui perçoivent en fait ces 3 longueurs d'onde, qui sont autour à 460 nanomètres, avec un pic à 460 nanomètres, pardon, non, c'est pas ça, c'est 420 nanomètres, 534 nanomètres et 564 nanomètres. Et donc, de là, en fait, on a appris ça, et puis on a commencé à chercher dans la gamme des semi-conducteurs existants aujourd'hui, quel serait le semi-conducteur qui correspondrait à ça. Après, je vais le montrer juste après. Après, on s'est dit, en fait, dans la maison, il n'y a pas que l'homme, il y a peut-être aussi des souris. Et donc, on a regardé le pic de longueur d'onde de la souris, qui est à 505 nanomètres. Après, on se dit, il y a peut-être un chien aussi qui voit totalement différemment de nous. Lui, il n'a que 2. En fait, il voit en noir et blanc, enfin pas en noir et blanc, en vert, une sorte de cyan, comme ça, de mélange de ces 2 couleurs, qui a des pics aussi différents des nôtres. Et puis là, un oiseau ou les plantes qui ont, pour la photosynthèse, absorbent plutôt dans les bleus et les rouges, comme ça, en fonction de la chlorophylle A et B. Et donc, on a cherché ces différents pics. Et de là, on a commencé à regarder la disponibilité qu'il y avait aujourd'hui dans le marché, enfin dans les inventions des semi-conducteurs et des LED, des diodes qui émettaient. Et en fait, on a trouvé, voilà, c'est tout ce qui existe aujourd'hui. En fait, on a des diodes parce que toutes les LED émettent toujours un pic. C'est un peu comme la peinture impressionniste, c'est-à-dire que, en fait, c'est une lumière comme ça, et puis après, c'est par assemblage qu'on peut faire du blanc. Et donc, c'est un peu notre projet qu'on a appelé Spectral Light. C'est un peu comme un processus impressionniste d'assemblage comme ça de différentes couleurs qui part ensuite par synthèse des couleurs, par mélange optique, va créer un spectre plus large. Et donc, on a cherché, celui-là, en fait, c'est là, ici, celui-là correspond au chien, celui-là, c'est un des pics de l'homme, ça, c'est un des pics. Et puis ensuite, on a tous ces pics-là, on cherche les semi-conducteurs, et puis tous ces semi-conducteurs sont assemblés, donc il y a tous ceux pour l'homme, tous ceux pour les chiens, pour ça, qui s'assemblent et puis qui ensuite convergent, et pour recréer du blanc ici. Donc ça, c'est le produit comme ça, et puis ça, c'était l'exposition à Milan, et puis c'était le prototype, et puis là, il y a la commercialisation qui va commencer là avec le produit définitif qui est lancé mardi là, à Francfort. Et là, on avait fait, juste pour l'exposition, ça c'était le spectre de l'homme, il y avait les spectres du chien, enfin, les spectres des hamsters, enfin, on pouvait voir, pénétrer dans la lumière qui était perçue par les différentes... Après, j'aimerais, en fait... très rapidement présenter aussi 3 petits projets comme ça qui sont aussi sur cette idée de diversité ou de multiplicité dans la finalité. Ça, c'était un projet pour un pavillon un projet théorique, si on veut, de préfiguration d'une école de beaux-arts. Et on est parti sur la question du studio, de l'atelier. Et en fait, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'il faut pour un artiste aujourd'hui comme atelier? Et en fait, c'est très clair de répondre pour le peintre du 19e qui a besoin de lumière qui vient du nord, homogène, pour peindre des tableaux comme ça. Mais peut-être un artiste qui travaille sur la vidéo a peut-être plutôt besoin de son, de noir. Et puis peut-être un autre, on sait les gens qui font de la gravure sur les montres ont besoin de très forte lumière. Donc en fait, en réalité, on ne peut pas dire à un artiste qu'il doit avoir un certain type de lumière. Enfin, c'est pourquoi je ne me considère pas comme un moderne, mais comme
comme un poste critique, parce qu'en fait, on offre ici, on se dit, bon, bah, en fait, on va offrir toutes les qualités de lumière à chacun. C'est-à-dire, ici, c'est très lumineux, ici, c'est un peu moins lumineux, ici, c'est un peu moins lumineux, et ici, c'est très sombre. Donc, on offre 4 types de lumière, et chaque étudiant est libre d'aller où il veut. S'il a une certaine pratique, il peut aller là, et puis s'il ne sait pas quoi faire, bah, il peut aller aussi où il veut. Et donc, ça donne 4 pièces comme ça, enfin 4 types de lumière. Ensuite, après, aussi par rapport à la température, enfin, on peut se dire, ben, un sculpteur qui a un travail beaucoup plus physique, il peut être plus dans le froid. C'est la même chose on sait dans les ateliers des fabricants de montres, par exemple, la température est plutôt à 24 degrés parce qu'ils sont très concentrés, ils ne bougent pas. Et comme ça, s'il fait 18 degrés, ils auront trop froid. Donc, on s'est dit, bon, on va offrir aussi 4 températures différentes, plus froid, un peu plus chaud et très chaud. Et finalement, le projet se crée il y a 4 combinaisons de lumière qui sont associées à 4 combinaisons de température. Et donc, on a 16 climats, très chaud, très sombre, ou très chaud, très lumineux. Et là, on utilise la convection naturelle de l'air, c'est-à-dire que l'air chaud monte, et donc naturellement, il va se stratifier. On utilise, puisqu'on sait qu'il y a toujours des grandes pertes de chaleur au plafond, et là, on utilise en montant progressivement, on vient récupérer la chaleur qui est perdue au plafond pour trouver les pièces les plus froides. Et on trouve les plans, et puis ensuite, ça donne une forme qui apparaît, qui est celle-là, avec la pièce ici la plus lumineuse, la plus froide, et un peu plus chaud, et encore plus chaud, et avec ces différentes empilements, enfin couches comme ça de luminosité qui vont passer les choses. Ensuite, un appartement à Lyon pour un jeune docteur, comme ça, qui travaille aussi sur la répartition comme ça de la chaleur. Et ici, c'est aussi une espèce de déprogrammation par rapport à des questions de fonction. C'est-à-dire que le projet se fait par rapport à des questions de climat. C'est-à-dire qu'en fait, il fait froid en bas, chaud en haut. Donc, on commence à disposer les choses par rapport à ça. Et puis également, c'est sec d'un côté, c'est là où il y a la chambre à coucher, plus humide, là où il y a la salle de bain et la cuisine. Et puis, on commence à regrouper des choses un petit peu. Ça sort des plans du 19e et du 20e, ça retrouve peut-être des plans de la maison de campagne où tout d'un coup le climat générait l'espace, la spatialité des vieilles maisons avec les endroits chauds autour du foyer ou des choses comme ça. Donc on se repose la question du climat comme moyen de définition de la fonction du programme. Et puis un dernier projet, toujours là, ici, en profitant, la salle de bain monte, on est au-dessus de la cuisine ici, et on vient chercher la chaleur dans les parties chaudes, et on descend dans les parties basses, dans le froid. Et puis un autre projet aussi, qui est sur ces questions de climat, qui est la manière de dessiner des formes par rapport à des questions de renouvellement d'air, puisque aujourd'hui dans les nouvelles réglementations thermiques avec les doubles flux, les renouvellements d'air double flux, on doit contrôler la quantité d'air. Et en fait, ça veut dire que, en réalité, si on regarde ce que ça veut dire que c'était un projet pour Nancy, on a eu le 2e prix, pour l'université de Nancy, de Nicolas Michelin. En fait, si on regarde les recommandations, le renouvellement d'air pour un endroit où on travaille, c'est 15 fois par heure, tandis que là où on stocke les livres, on n'a pas besoin de renouveler l'air. Donc ça voudrait dire qu'en fait, on ne peut plus avoir de pièces dans lequel des gens travaillent avec des livres, parce que tout l'espace qui est pris par les livres, on renouvelle l'air pour rien, puisqu'on a besoin de le renouveler que 3 fois, puisque en fait on doit réchauffer. Si on renouvelle 15 fois l'espace des livres, en fait ça veut dire qu'on perd beaucoup d'énergie, puisqu'en hiver on doit chauffer cet air qui est renouvelé. Donc en fait ces nouvelles réglementations font qu'on ne peut plus, les livres seront forcément dissociés de l'espace de travail. Et donc ça peut être gênant, puisqu'on ne pourrait plus avoir des bibliothèques comme anciennes où les livres sont... et donc je montre ça aussi comme exemple du travail, mais là on se dit, en réalité,
si on analyse la physique des choses, on se dit, en réalité, on peut continuer à faire ça si on pense que tout le bâtiment devient une sorte de rivière d'air, c'est-à-dire que l'air, c'est comme dans une rivière, en fait, l'eau va très vite au milieu, et puis s'il y a un élargissement, une espèce de petite crique comme ça, tout d'un coup, l'air est beaucoup plus lent dans ces criques. Et donc, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que ici, l'air est très rapide, donc on trouve toutes les places de travail, et puis là, dans ces criques, en fait, tout d'un coup, il y a beaucoup de moins d'air, et donc il y a un renouvellement. Ici, il y aura les 15 fois par heure, tandis qu'ici, il y aura naturellement les 3 fois par heure. Donc c'est le dessin des formes architecturales qui peut tout d'un coup réguler la question de la ventilation. Et puis la même chose aussi au niveau de la température, on n'a pas besoin de chauffer les livres à 20 degrés. Donc ça voudrait dire que tout d'un coup, on ne peut plus avoir les livres dans la même pièce. Puisqu'il serait chauffé à 15 degrés et les gens à 22 degrés ou 21. Et là, en fait, aussi en stratifiant comme ça, on peut trouver... Donc c'est une manière de recombiner les choses ensemble qui seraient dissociées par le développement durable et les nouvelles réglementations thermiques. Alors là, je présente un dernier projet. C'était un projet pour réinventer Paris. On faisait partie de l'équipe de Urbem, un promoteur brésilien qui avait travaillé sur 16 projets, je crois, sur Paris, et qui n'en a gagné aucun. Et nous, on a été payés. On a été plutôt bien payés par le promoteur. Et on a travaillé sur l'hôtel de Coulanges, qui est un hôtel particulier à Paris. Et là, l'idée était de se dire, en fait, il y avait deux choses, puisque en fait le bâtiment existe et l'extérieur du bâtiment existe aussi, et donc on s'est posé la question de sa transformation. Et si on doit faire une transformation, elle est liée bien évidemment à la question de la régulation, des réglementations thermiques, c'est-à-dire on s'est posé la question de quelle manière un ancien bâtiment peut répondre aux objectifs de la régulation thermique, de l'économie d'énergie. Et en fait, comme la façade est protégée, comme elle a une valeur touristique et patrimoniale, on ne va pas mettre de l'isolation thermique à l'extérieur du bâtiment, ce qui serait bien, parce qu'on perdrait la valeur touristique du bâtiment. Et culturelle, et par contre on va la mettre dedans. Et si on la met dedans, finalement ça devient un peu de l'aménagement intérieur, ou ça devient un peu de la décoration. Enfin, c'est-à-dire que tout d'un coup ça retouche. Un critique d'art avec qui je discutais parlait d'emmobilier. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a l'immobilier qui est le bâtiment, le mobilier, et on pourrait parler d'emmobilier. C'est Jean-Max Collard qui disait ça. L'emmobilier, en fait, c'est finalement tout ce qui est entre l'immobilier et le mobilier. Et l'emmobilier, ça concerne finalement l'art décoratif ou la décoration d'intérieur. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est un domaine qui a totalement échappé aux architectes et qui est un domaine très étrange, qui est sur des principes d'analogie, de choses, sur des réflexions. Tout d'un coup, on aime une certaine matière, on trouve très beau ce rideau, enfin, des critères de jugement qui sont souvent étranges. Et donc je me suis posé la question de la décoration d'intérieur, de l'art décoratif, qui est plutôt, quand on dit en architecture que c'est décoratif, c'est plutôt négatif, plutôt péjoratif. Donc se poser la question, pourquoi ça serait péjoratif? En fait, pourquoi, à quel moment c'est devenu péjoratif? Et en fait, en réanalysant comme ça l'histoire de la décoration d'intérieur, au Moyen-Âge, comme ça, on prend ça et puis on regarde. Enfin, c'est des faux exemples, mais tout d'un coup, la tapisserie, on se dit, mais en réalité, la tapisserie, elle avait une raison d'être, c'était une forme d'isolation thermique, c'est-à-dire que c'était le mur, il faut imaginer qu'il faisait très froid, qu'il n'y avait pas de chauffage, qu'il n'y avait pas de vitrage, que l'air, il faisait glacer dedans, les murs étaient glacés. Et il y avait un rayonnement froid du mur, aussi par conduction et par radiation. Et donc, en mettant la tapisserie, on bloque les radiations froides et aussi on crée une mini-isolation avec un coefficient U très mauvais, mais pas trop, hein, qui est mieux que le mur lui-même. Et donc, en fait, ça, c'est
c'est un début d'isolation thermique qui était là. Après, si on regarde un peu mieux, on s'aperçoit, on se dit la même chose. Les boiseries, en fait, les boiseries, le bois n'émet pas de radiation froide, puisque donc c'est à hauteur humaine. Ici, on voit, et donc c'est pour qu'on n'ait pas froid au bras par radiation froide du mur. Et après, le lit clos, par exemple ici, bien sûr que c'est trop d'énergie pour chauffer toute la pièce, donc on va fermer une petite bulle d'air qu'on va pouvoir chauffer beaucoup plus facilement. À deux à l'intérieur du lit, donc on comprend les rideaux et pour bloquer l'air, et puis la cheminée bien évidemment. Puis après il y a tout un langage effectivement artisanal qui se crée par rapport à ça, une culture qui naît de ça, mais qui naît d'une réalité concrète de lutte contre le froid de ces bâtiments en France. Donc c'est-à-dire que cette culture-là, elle naît d'un problème thermique, si on veut. Et là, l'autre chose, après on voit après d'autres exemples. Là aussi, tout d'un coup, la question de la lumière aussi peut être intéressante. Il faut imaginer qu'autrefois, il n'y avait que des bougies avec un tout petit... et puis les fenêtres étaient plutôt petites, comme je disais au départ, parce qu'il n'y avait pas de vitrage. Après, le vitrage n'était pas grand, et puis après, on pouvait agrandir un peu. Mais après c'était structurellement aussi, qui fait qu'il n'y avait pas énormément de lumière, et donc il y a l'introduction des miroirs, des ors qui réverbèrent la lumière, des parties blanches comme ça, et puis et des lustres. En fait, le lustre fait comme une diffraction de la petite lumière de la bougie qui se diffracte et étend la lumière et l'étale, si on veut, pour plus multiplie sa quantité. Et puis, bien sûr, le tapis aussi, parce que si on marche sur le froid de la pierre, on aura froid très rapidement, donc le tapis qui arrive. Et puis là, d'autres éléments, alors justement le lustre, en fait, on s'aperçoit le lustre, c'est un problème, il faut le comprendre, comme si on met une simple bougie, il n'y a pas grand-chose. Tout d'un coup, ça diffracte, ça envoie les rayons de la bougie dans plein de directions, ça multiplie le champ. Et puis il y a d'autres éléments décoratifs qui ont gardé leur nom d'origine, si on veut, comme le paravent, qui bloque le vent parce qu'il y avait des fissures partout dans les bâtiments et donc il fallait bloquer les courants d'air. Les rideaux aussi, comme ça, qui bloquent les courants d'air, les miroirs. Et puis aussi une chose intéressante qu'on a découvert, comme ça, c'est en décoration, il y a un peu tout. Je sais pas, chez des super décorateurs, ils ont deux rideaux. Il y a le rideau fixe et un autre rideau qu'on peut bouger à l'intérieur. Et en fait, on comprend le rideau fixe parce que autrefois le cadre entre le bois de la fenêtre, le cadre en bois et le mur en pierre était jamais bien fait. Ou alors le bois se gondolait, il y avait des fissures, de l'air qui s'infiltre. Et donc en fait, ces rideaux fixes cache l'air froid qui rentre. Enfin, c'est comme un paravent, c'est-à-dire ça bloque l'air rentrant. Donc, en fait, il y a une raison pragmatique, si on veut, pour l'apparition des rideaux. Après, les rideaux aussi, c'est l'isolant thermique, et puis ça bloque les radiations nocturnes. C'est pour ça qu'il faut tirer les rideaux le soir, parce que sinon, par radiation, la chaleur ressort vers l'univers froid. Et donc, là, on voit les scènes comme ça sur le tapis, on est là avec les rideaux. Puis finalement, on s'est dit, mais tout ça, c'était une question de confort, c'était une question d'écologie, enfin d'énergie. Et puis on peut continuer à analyser plus long. Et puis tout ça a créé une forme de culture. Et puis des comportements sociaux aussi, ou des choses qui se naissent de ça. Et puis il y a eu un moment en 1856. C'est l'invention du radiateur, c'est-à-dire qu'avant, en fait, on chauffait. Tout d'abord, les premières cheminées étaient par radiation, en fait, puisque le bois brûlait, l'air chaud montait dans la cheminée et partait avec la fumée. Donc, ça chauffait pas l'air, c'était uniquement les infrarouges émis par le feu qui chauffaient. Donc, on avait froid dans le dos et on avait chaud sur la face. Et ensuite, on avait perfectionné les cheminées pour que il y a l'air qui puisse passer et puis qui puisse être soufflé. Mais en fait, de chauffer par air, c'est pas efficace parce que l'air est un matériau isolant.
Et en fait, l'eau est un matériau conducteur. Donc, en fait, l'eau est bien meilleur conducteur et bien meilleur énergétiquement. Et donc, c'est pour ça que l'invention du chauffage central, c'est-à-dire on chauffe une réserve d'eau, puis ensuite, c'est des tuyaux d'eau qui partent, et ces tuyaux d'eau chaude touchent, en fait, lèchent l'air qui passe tout autour, et puis en fait communiquent par conduction leur chaleur, la chaleur de l'eau chaude, à l'air, et donc ce système-là est, je ne sais pas, 100 fois plus efficace que les cheminées. Et donc, ça, il y a quelque chose. Et puis, après, bien sûr, l'air conditionné à l'envers, hein, qui est inventé en 1902. Et en fait, si on se dit, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, au niveau de la décoration? On se dit, mais quand Adolf Loos écrit « ornement et crime », en fait, pourquoi il peut dire que l'ornement ou le décoratif ou l'art décoratif est un crime? En fait, simplement parce que, en fait, il a plus besoin puisque s'il a froid, il monte le radiateur, et le radiateur, il peut enlever toutes les tapisseries, les tapis, il a plus besoin de toutes ces choses qui marchent pas très bien, il tourne le radiateur et c'est bon. Donc en fait, il se débarrasse des ornements, c'est grâce à l'invention des radiateurs. C'est-à-dire que tout le programme décoratif depuis l'histoire de l'humanité jusqu'à l'invention du radiateur, en fait, perd son sens, perd sa validité, n'a plus de raison d'être, et on peut jeter tout ça, et effectivement, on se débarrasse de la décoration. La même chose, Le Corbusier, quand il parle du LED show, c'est-à-dire d'enlever tout ça, donc ça crée ces espaces modernes qu'on connaît, qui sont blancs, il n'y a plus de rideaux, il n'y a plus de tapisserie, il n'y a plus de boiserie. Enfin, en fait, la raison aussi, c'est le radiateur qui permet de tout d'un coup de tourner le radiateur, et tous ces petites choses qui aidaient. La même chose pour l'éclairage, c'est-à-dire l'éclairage artificiel électrique, on peut enlever tous les lustres, toutes ces choses-là, et on éclaire avec ça. Donc, et puis après, le less is more, en fait, effectivement, on n'a plus besoin de tapisserie, on n'a plus besoin de ça, on peut tout enlever, et on monte le radiateur, et on allume la lumière électrique. Donc en fait, à la fin, on arrive à l'espace moderne, et qui est un peu dans le grand public, c'est-à-dire que tout d'un coup, c'est un espace qui fonctionne par l'utilisation de l'énergie du radiateur. Et donc, en fait, c'est la situation. Et puis, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, comme on l'avait fait pour l'hôtel de Coulanges, en fait, un mur en pierre, par exemple, ou un mur en brique ou en béton, en fait, le coefficient U est très mauvais. On est obligé de rajouter, même sur 80 cm de mur en pierre, on est obligé, en faisant les calculs, on doit rajouter 20 cm de laine de verre ou de roche pour atteindre le coefficient U égal ou inférieur à 0,15, qui soit celui qu'on recherche. Et donc, ça fait qu'on s'aperçoit qu'on est en fait en train de remettre des tentures, on est en train de remettre de la décoration intérieure, quoi. Il y a un phénomène qui réapparaît. La même chose, là, on vient isoler le sol, on est en train de réinventer le tapis. Enfin, on est en train de... Donc, il y a un espèce de mouvement comme ça qui apparaît sur l'emmobilier, si on veut, et ce mouvement-là, après les doubles flux, la ventilation, il y a toutes ces choses pour répondre à ces nouveaux critères. Et donc, tout ça devient un élément. Et nous, on s'est dit, en fait, notre innovation pour ce projet était de se dire, en réalité, comme on est en train de remettre des éléments nouveaux d'isolation, des sortes de choses à l'intérieur, en fait, finalement, on pourrait se dire qu'on est en train on travaille totalement sur l'art décoratif, sur la décoration d'intérieur, et donc on va réinventer un style décoratif. Alors on s'était dit, comme il y a eu le style Renaissance ou le style Louis XV ou le style Marie-Antoinette, là on s'était dit on pourrait l'appeler le style Valérie Trierweiler à l'époque, c'était ça, ou alors le style finalement on l'appelait le style anthropocène, et puis le style anthropocène, c'est finalement de se dire on va commencer à étudier les choses. Alors par exemple,
comme on doit isoler par l'intérieur, en fait, il y a le problème des ponts de froid, parce que c'est pour ça qu'il faut toujours isoler par l'extérieur, parce qu'on supprime les ponts de froid. Donc, comment il y a les ponts de froid, quand on a les ponts de froid, on est obligé de retourner l'isolation sur 60 cm pour évacuer le pont de froid. Enfin, là, c'est pas un bon dessin, mais c'est-à-dire que si on l'imagine, si on l'a là, au plafond, en fait, tout d'un coup, ça revient, il y a une surépaisseur qui revient, et on est en train de réinventer la corniche, enfin, ou la boiserie à l'intérieur des pièces. Et puis, après, on se pose des questions sur les matériaux, enfin quel type de matériaux on emploie, enfin, parce qu'au sol, par exemple, on sait aujourd'hui, c'est par exemple dans les normes Passive House, c'est-à-dire qu'au sud, là où le soleil tape, traverse les fenêtres, là où il tape le sol, en fait, on doit en profiter comme chauffage. On ne peut pas avoir un matériau à basse effusivité, parce que sinon il va chauffer trop vite et il va surchauffer. En fait, il faut un matériau qui avec haute effusivité, qui fait pénétrer lentement la chaleur dedans pour pouvoir, par inertie thermique, pour pouvoir récupérer la chaleur le soir et la nuit. Donc, en fait, ces parties-là, on fait un diagramme d'analyse solaire comme ça, et puis on s'aperçoit que ici, c'est les parties qui reçoivent directement du soleil, et donc ça va être effectivement, la chaleur va pénétrer profondément dedans, tandis que dans ces parties qui ne reçoivent pas directement de la chaleur, on va en faire d'un autre matériau qui peut s'échauffer plus vite. Et puis, de la même manière, on se dit, c'est ce qu'on voit ici, en fait, par contre, la chaleur, puisqu'elle provient de 50% du soleil, 50% est dans les visibles, 50% dans les infrarouges, en fait, on veut de la lumière, on ne veut pas absorber, transformer si c'était noir, par exemple, ça transformerait la lumière en chaleur, mais il ferait noir à l'intérieur. Donc on se dit, on va refléter le visible pour que ça soit blanc, mais absorber les infrarouges. Donc on commence à développer des types de matériaux nouveaux qui ont certaines connaissances. Et puis ça c'était après plusieurs réflexions, tout d'un coup, on bloque les radiations, on a l'isolation thermique, on vient chercher la chaleur en surplus au plafond qu'on vient redescendre par conduction, puisque par convection, elle ne peut pas redescendre. Donc on commence à mettre en place différentes stratégies, et donc on a perdu. Et on le développe, on continue à développer ça. En commençant à se dire, en travaillant sur la physique des choses, en commençant à penser à une tapisserie à haute émissivité, un tapis à haute effusivité, en travaillant sur toutes les propriétés des matériaux, de l'air, des choses comme ça. Ça, c'est tout un projet qu'on développe pour quand il fait trop chaud. Et là, par exemple, on a appris que Anish Kapoor avait breveté un noir récemment, donc nous il faut qu'on se défende, puisque en fait notre tapisserie était également, parce qu'en fait c'est ce qu'on appelle haute émissivité, c'est-à-dire la haute émissivité, c'est la capacité d'un matériau à absorber toutes les longueurs d'onde, le visible et les infrarouges et les ultraviolets, et la basse émissivité, c'est s'il est blanc et il reflète tout. Et donc en fait là on propose une tapisserie qui absorbe toutes les longueurs d'onde du corps humain, parce qu'en fait le corps humain il émet des infrarouges, on ne les voit pas, mais c'est comme un soleil qui émet pas dans le visible mais dans les infrarouges. Et en fait avec les étudiants de Versailles on avait travaillé là-dessus pour savoir qu'est-ce qui était mieux dans le désert, si c'était mieux de porter une djellaba blanche ou une djellaba noire, puisqu'on voit parfois les hommes bleus du désert, on ne comprend jamais pourquoi ils sont en blanc ou en bleu, et alors on se dit en fait il faudrait qu'ils soient en blanc, parce que pour refléter la chaleur, parce que comme les maisons grecques sont peintes en blanc, ou comme par l'albédo, pour rejeter la chaleur, pour pas qu'elle retourne dans l'univers et qu'elle ne se transforme pas en chaleur, les rayons du soleil. Alors ça c'est juste, mais par contre en fait le problème c'est que si on a un tissu blanc à l'extérieur, et ça veut dire qu'il est blanc à l'intérieur, et en fait nous on chauffe à 37 degrés, et en fait ça va se rebondir, notre chaleur va rebondir sur le blanc du tissu et nous réchauffer. En fait on va se réchauffer de nous-mêmes par les 37 degrés de notre corps. En fait ça rebondit, c'est-à-dire la chaleur est
par radiation uniquement. Et alors c'est pour ça qu'en réalité, si les hommes bleus du désert, en fait, c'est noir, donc c'est très bien, parce qu'en fait, là, toute leur chaleur est absorbée dans le tissu, elle ne revient pas sur soi, la chaleur du corps, et le vêtement doit être large pour que le matériau qui chauffe, la chaleur soit évacuée par convection du chose. Donc c'est ce système-là, on absorbe tout et on évacue. Donc c'est en fait, on redéfinit une forme de tapisserie pour rafraîchir dans les moments chauds, pas en travaillant sur une haute émissivité du matériau. Donc c'est en fait le matériau noir de Anish Kapoor, c'est effectivement le matériau qui a la plus haute émissivité. Mais en fait, je ne sais pas, peut-être que lui, il travaille que dans le visible, tandis que nous, on travaille visible et invisible. Là, après le haute effusivité, le tapis de haute effusivité, alors c'est que quand on touche un matériau, s'il est froid ou chaud, enfin comme ça, ou alors ça c'est par rafraîchissement comme ça, parce qu'on évacue la chaleur plus rapidement de la peau. Là, par exemple, un rideau, on se dit, en fait, on a un rideau aux fenêtres, on veut faire passer la lumière, puisqu'on veut voir à l'intérieur de la maison, mais on ne veut pas faire passer les infrarouges, donc c'est une sorte de rideau transparent, mais qui bloque uniquement les infrarouges. Ou alors là, une sorte de miroir de haute diffusivité qui prend le froid du sol, qui le mène par conduction en haut et qui sera froid. Enfin, on peut pas. Et puis bon, la lampe, et puis voilà, d'autres choses. Donc tout d'un coup, on se dit, ça pourrait être l'occasion de se réapproprier le monde de l'art décoratif, de le sortir de son côté négatif et un peu non valorisé et comme possibilité de travail. Voilà, merci. Je voulais tout d'abord bien sûr commencer par remercier Philippe Ram pour cette très longue et absolument passionnante conférence et lui témoigner malgré ma question traîtresse, de la profonde admiration que j'ai pour un travail si profond et si médité. Je voulais vous interroger sur l'inscription de votre travail que vous revendiquez dans la phénoménologie. D'un côté, je comprends tout à fait comment est-ce que justement vos préoccupations climatiques peuvent s'inscrire dans notamment la phénoménologie heideggerienne ou post-heideggerienne, puisque un Maldinet, par exemple, va faire de la climatique une dimension de l'être au monde. Et on trouve chez Heidegger d'ailleurs des formules qui vont déjà dans ce sens. Néanmoins, la question que j'aimerais vous poser, c'est, notamment dans votre travail sur le parc, est-ce qu'il s'agit bien d'un travail sur l'être au monde et le rapport du passant ou de l'habitant au phénomène, dans la mesure où on peut se demander si ce travail de manipulation également du climat autorise qu'il s'agisse encore du rapport de l'être au monde. Quand on demandait à Maldinet qu'est-ce qu'il entendait par la climatique de l'être au monde, il répondait que c'est le temps qu'il fait, dans la mesure où j'y reconnais mon humeur. Autrement dit, où l'ouverture que j'ai au monde est déterminée par le temps qu'il fait. Est-ce qu'on peut encore parler d'humeur et de qualification de l'être au monde quand il s'agit moins du temps qu'il fait que du temps qu'on fabrique? Ce serait la première question. Et avec d'ailleurs une ingéniosité absolument remarquable, fascinante et bien sûr admirable à tous égards. L'autre question, c'est dans la mesure où la phénoménologie en appelle à ce qui se manque de soi-même, mais aussi à l'unicité de l'être au monde, c'est-à-dire à l'être au monde comme rapport, certes intégrant beaucoup de dimensions, mais tout de même rapport au monde. Dans la mesure donc où l'être au monde a une certaine indivisibilité, est-ce que le fractionnement d'un espace en micro-climat autorise qu'on inscrive toujours ce travail et ces manipulations locales et fragmentées du climat dans un travail sur l'être au monde? Voilà. Le temps qu'il fait, c'est le temps qu'il fait dans une ère, disons, un peu globale. Alors, je ne connais pas bien la phénoménologie, je dois dire, mais il y a
Non, la première chose, la chose sur la question effectivement je trouve très très amusant, enfin ce lien comme ça effectivement des humeurs avec le temps qui serait naturel par rapport à un temps qui serait fabriqué par l'homme. Moi, j'avais écrit un petit article dans Le Monde sur en fait, aujourd'hui, c'est très étrange parce que si on sort, enfin quand il y a eu, depuis quelques années, il y a ces moments de pollution en hiver où en fait il fait beau, et justement comme il fait beau, il n'y a pas de en fait il y a les particules fines, ces épisodes de particules fines, et il fait beau et chaud, et tout d'un coup on se retrouve en plein hiver où il fait très beau, très pollué et très chaud, et en fait normalement il fait beau et chaud, hein, on devrait dire, c'est ce qui correspond à on devrait être heureux, enfin c'est le moment le beau temps quoi. Et en fait le beau temps aujourd'hui est devenu le méchant temps, puisque en fait c'est le moment, effectivement s'il fait chaud c'est en fait parce qu'on a tout déréglé, et puis si il fait beau, en fait ça veut dire que les particules fines ne s'évacuent pas. Enfin, il y a eu ces épisodes-là où effectivement on sort et en fait ce qu'on voit ne correspond pas du tout à ce que c'est, quoi. Et ça effectivement, c'est vrai que ça transforme. C'est plutôt intéressant, je trouve. Ça transforme cette idée de ce rapport, en tout cas aux humeurs et par rapport au climat qui est devenu artificielle. Après, sur la question du rapport entre l'intérieur et l'extérieur, on en parlait parce que hier, en fait, j'avais été invité par le CIP avec Bruno Latour, et on parlait il y a cette question, on en parlait tout à l'heure, de cette question de l'intérieur et de l'extérieur, et aussi c'est là, par exemple, dans la pièce dans le Visitor Center, là, la pièce qui reproduit le climat d'avant la révolution industrielle en temps réel, c'est-à-dire qu'en fait, en extérieur, en fait, on se dit qu'en fait, quand on sera dans cette pièce, elle sera plus naturelle que ce qu'on a à l'extérieur, parce c'est-à-dire qu'à l'extérieur, c'est devenu artificiel, parce qu'en réalité, on l'a pollué, l'atmosphère est polluée et on l'a réchauffée. C'est-à-dire qu'avant, on peut dire que l'artificiel était dans la maison et le naturel était en dehors de la maison. Cette mission finalement c'était artificiel parce qu'on chauffait à l'intérieur et on ne chauffait pas à l'extérieur. Et puis aujourd'hui, on a finalement chauffé toute la planète. Donc on peut se dire qu'on habite dans une grande maison. Enfin, toute la planète est devenue une grande maison. C'est un peu l'idée de Sloterdijk, du grand intérieur. Et qu'on est finalement, on est des designers de l'intérieur de la planète, de cette atmosphère. Et donc, effectivement, ce rapport entre l'extérieur et l'intérieur devient beaucoup plus compliqué. La même chose, le rapport entre aussi l'intérieur. Je crois que c'est un peu les propos, les théories de Bruno Latour sur on n'est plus face à un objet, mais on est dans l'objet, ou de Sloterdijk. Ou alors, aussi, c'est vrai on a fait des travaux que j'ai présentés hier, en fait, qui étaient plus physiologiques, plus sur des questions comme ça, où effectivement on s'interrogeait sur par exemple, si je bois, j'ai ce verre là, en fait, si je bois, peut-être que en fait le plastique toxique s'est transmis à l'eau, et en fait l'objet, finalement, je suis devenu l'objet toxique, qui était à l'extérieur de moi. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un rapport. C'est peut-être une idée d'anthropocène aussi. Il n'y a plus un rapport de l'être humain différencié du monde, mais en réalité, il y a des échanges moléculaires, des échanges par la respiration. Tout d'un coup, on respire le béton toxique ou quelque chose, et on appartient comme ça. Et après, sur Heidegger, il y a un livre, je ne sais pas si sur le... je m'en souviens, si je m'en souviens, je vous le redis un peu mieux, mais qui est intéressant parce qu'en fait, il y a une de ses élèves qui a écrit un traité sur l'air. En fait, parce que lui parle beaucoup de la terre et de là, et puis en fait, je crois peut-être en allemand, en fait, bon, il y a tout d'un coup la version féminine et sur l'atmosphère, qui est un livre. Bon, voilà. Enfin, pour peut-être.
Là, c'est bon. Bonjour, merci également pour cette conférence où vous nous avez présenté un travail impressionnant de précision et très stimulant. Moi, je voulais vous demander, en fait, pourquoi, finalement, vous souhaitez inscrire votre démarche dans ce label post-critique. Parce qu'en réalité, je me demande ce qui différencie l'approche que vous menez, qui est une approche où vous creusez un sillon extrêmement finalement qui permet d'acquérir une grande compétence sur la question climatique, parce que j'imagine que projet après projet vous expérimentez et finalement vous cultivez aussi sur le sujet, mais on a quand même l'impression que le sillon climatique est le sillon privilégié et que on pourrait dire que vos projets ils répondent à une raison unique qui est en fait la raison climatique. C'est-à-dire que le climat devient à la fois un filtre d'interprétation pour comprendre l'histoire de l'architecture, mais également la raison principale qui gouverne à la mise en place des dispositifs, etc. Donc en quoi finalement le fait de tout orienter sur un aspect qui est celui du climat se distingue d'une approche moderniste qui avait par exemple fait la même chose pour l'hygiène par exemple. J'ai l'impression qu'il s'agit plutôt, même si les dispositifs climatiques comme vous l'avez montré permettent une grande variété de situations qui donnent lieu à du chaud, du froid, etc. et permettent de choisir, il n'empêche que d'autres aspects symboliques, esthétiques, etc., sont évacués. Alors, pourquoi ce réductionnisme dans l'approche et en quoi se distingue-t-il du réductionnisme des modernes qui a été remis en cause justement par le postmodernisme? Alors, bon, il y a plus. Moi, je dirais qu'il y a plusieurs raisons à ça. Il y a une raison un peu égoïste, c'est-à-dire que ce qui est, à un moment donné, il y a une porte qui s'ouvre. C'est-à-dire, il y a une autre. C'est-à-dire que moi, j'ai été éduqué dans un moment postmoderne sur la question de l'analogie, du symbolisme, de choses comme ça, et effectivement. J'ai trouvé un moment assez personnellement, et c'est très égoïste. Enfin, j'ai trouvé ça intéressant d'aller voir ailleurs. Enfin, parce que le reste avait déjà été tellement étudié, tellement travaillé, avec tellement comme ça, j'avais pas grand-chose à y faire. Enfin, donc, c'est vrai que c'est un peu de manière égoïste. Il y a une idée d'aller voir dans un autre, d'aller voir autre part. Et d'ailleurs, je me suis aperçu que chaque génération avait un peu fait ça, puisque la génération postmoderne avait inventé sa propre généalogie, avec ses propres références, en cherchant, avec Aldo Rossi, qui vient chercher Asplund, ou qui vient chercher de l'entre-deux de la modernité, qui se réfère plus à Le Corbusier. C'est-à-dire, ils réinventent leur propre généalogie, leur propre histoire, et puis la génération d'avant, eux, qui avaient été chercher autre chose. C'est-à-dire que j'ai l'impression que chaque génération se réinvente une histoire, une généalogie, comme ça, et on vient chercher dans d'autres. Donc c'est vrai que la généalogie symbolique qui allait de Sigrun Leverhart à Asplund avec à Palladio, comme ça, qui était celle qui avait ressurgi avec la génération postmoderne. À un moment donné, ça m'a intéressé de chercher autre chose, et ça s'est mis aussi en résonance avec notamment effectivement les livres de Jared Diamond qui ont été importants pour moi, qui est l'histoire comme ça de tout d'un coup de repenser la question de l'histoire humaine, pas seulement parce que peut-être c'était le contraire avant, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être une forme de modernité culturelle. Quand vous dites que je travaille sur une modernité climatique, une forme de climat comme avec une procédure moderne, on pourrait dire que de la même manière, il y avait une forme de procédure moderne de l'analogie. C'est-à-dire que tout était lu au prisme de l'analogie, et de manière extrême. Et à un moment donné, effectivement, Jared Diamond est celui qui réintroduit dans l'histoire des pensées qui sont moins analogiques et moins culturelles, ou moins
moins symbolique. D'ailleurs, il se pose la question pourquoi c'est les Espagnols qui ont envahi l'Amérique du Sud et c'est pas les Aztèques qui ont envahi l'Europe, en disant en réalité peut-être que derrière ça, c'est aussi une question de bactéries. C'est qu'on sait que tous les Aztèques, il y a des millions d'Aztèques qui ont été décimés à cause des maladies des 200 conquistadors qui étaient arrivés là. Donc en fait, si ça s'est fait dans ce sens-là, c'est parce que les virus espagnols étaient beaucoup plus virulents que les virus aztèques, quoi. Donc peut-être l'histoire a été écrite différemment si les virus... donc, enfin bon, après c'est... Sur les questions de l'érosion, c'est l'histoire de l'île de Pâques, enfin, des choses qu'on connaît beaucoup aujourd'hui, qui sont sur comme quoi on pourrait... Il y a des phénomènes aussi d'érosion, de climat. Après, il y a eu énormément d'études. Enfin, les universitaires ont repris ça en compte. Et puis aux États-Unis aussi, parce qu'on sait, par exemple, que les sciences humaines... les sciences... Par exemple, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile pour les universités américaines de trouver de l'argent dans des questions critiques, enfin des questions un peu les gender studies ou les choses comme ça. En fait, ils trouvent beaucoup plus d'argent dans les écologies, enfin dans les choses comme ça. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a une sorte de déplacement. Parce que il y a eu beaucoup. Ça ne veut pas dire que c'était pas bien avant. Ça veut juste dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites et à un moment donné, il y a un autre univers qui est en train de s'ouvrir et c'est intéressant de faire d'y travailler. Ça veut pas dire que justement pour moi, c'est pour ça que je dis que moi, j'ai complètement acquis la pensée postmoderne, enfin, c'est-à-dire cette idée qu'il n'y a pas une seule vérité, qu'il y a plusieurs vérités, qu'il y a des « et », il n'y a pas que il n'y a pas qu'un seul point de vue. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de « et » dans mon projet de Taïwan. C'est pollué et chaud et un peu tiède et un peu comme ça. Donc, et donc... voilà. Après, c'est effectivement, après il y a des choses, je dois dire, c'est un peu amusant. Enfin, c'est pas amusant, mais c'est intéressant. Par exemple, c'est une vieille histoire comme ça par exemple sur la question de la vache sacrée, on dit pourquoi la vision symbolique, c'est parce que c'est religieux, parce que c'est le signe d'un dieu ou des choses comme ça. Après, d'autres qui expliquent maintenant, même d'ailleurs, si on tue la vache, en fait, parce que la vache transforme, on sait, c'est le plus simple moyen de transformer l'énergie du soleil en nourriture, hein, parce que la vache, elle mange, le soleil tape l'herbe qui grossit et la vache mange l'herbe et après nous on mange du fromage et du lait et donc si on garde la vache en vie on peut se nourrir pendant 20 ans, tandis que si on tue la vache tout d'un coup on doit aller manger de l'herbe après nous-mêmes, quoi. Et nous on peut pas transformer, enfin on a besoin de la vache comme transformation écologique de l'énergie solaire en protéines. Donc en fait à un moment donné, c'est aussi intéressant de se dire peut-être l'histoire de la vache sacrée, c'est pas une histoire religieuse, c'est une histoire de bon sens un peu. Donc, et donc le prisme symbolique avait pris trop de place. C'est un peu la critique de Bruno Latour hein, dans cet article de 2004. C'est-à-dire de se dire à un moment donné, on a voulu raconter trop d'histoires. Enfin, tout est devenu une histoire et c'est effectivement en architecture un peu de la même manière, c'est-à-dire que l'architecture française aussi, en fait, ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure, c'est effectivement, il y a eu un moment très fort avec Jean Nouvel qui a fait une forme de synthèse comme ça postmoderne, d'une forme de modernité de signes et de postmodernité morphologique, si on veut, très, très brillante. Et ensuite, c'est-à-dire que cette idée de raconter des histoires, enfin même ici, par exemple, quand à la Cité de l'Architecture, il y avait une exposition qui s'appelait Réenchanter la ville, il y a quelques années, et j'étais très choqué par ce titre, parce que c'est-à-dire que l'idée d'enchantement, on sait que c'est une idée de Lyotard, enfin c'est une idée l'idée du grand récit, de dire que tout est récit, c'est-à-dire c'est la condition postmoderne, c'est Lyotard qui tout d'un coup met ça en disant qu'en réalité il n'y a plus rien d'objectif, il n'y a que des principes subjectifs. Et donc tout même la science est une histoire, et donc tout d'un coup les choses, c'est des enchantements, c'est les fables, et donc
à un moment, réenchanter la ville, oui, ou alors reclimatiser la ville. Enfin, je ne sais pas, il y a peut-être un moment donné, on peut... parce qu'en plus, ce n'est pas tellement notre génération, c'est-à-dire c'est la génération des années 70-80. Pourquoi nous, on devrait prolonger toujours cette idée, comme si cette idée de raconter une histoire, de faire des fables, que tout soit subjectif, qu'on est dans des signes analogiques. Enfin, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est Aldo Rossi, c'est Robert Venturi, c'est d'autres. Et donc c'est intéressant à un moment donné de développer d'autres choses. Après, bien évidemment que le climat est aujourd'hui important, comme parce que à cause du réchauffement climatique et des choses comme ça. Donc il trouve en hiérarchie quelque chose d'un peu plus fort, mais bien évidemment que ça évacue pas les autres principes qui doivent toujours être présents.